L'autre élément majeur, je crois, du vieillissement, ça nous oblige, alors qui est plus large que ça. Il y a globalement le système politique, les politiques sont à peu près tous toujours à prier tous les matins, sainte croissance, réveille-toi, sauve-nous. Bon, avec un succès indéniable. Et sauf que, bah non, voilà. Sauf que, pour plein de raisons, d'abord quand on a un peu de croissance, elle n'est pas aux chiffres qu'on a connus, les 30 glorieuses et autres, et qu'on n'y reviendra pas, pour terminer. C'est même mathématique, hein, parce que c'est des pourcentages en plus, donc quand on fait « Ah, ils ont fait 10% de croissance », oui, mais enfin ils sont partis à 1 milliard de fois plus bas que nous, donc évidemment c'est plus facile. Mais quand ça commence à devenir un peu élevé, le 1% de plus, eh ben, il est énorme, il fait beaucoup plus que les 10% d'avant. Donc déjà, c'est un truc tout bête, qui me surprend toujours, que même des gens, enfin c'est peut-être parce qu'ils ont fait les normes, en sont toujours là, mais bon. Et juste quand on a rajouté HEC avec tout ça, enfin, bon, je suis prof dans une école de commerce, je sais de quoi je parle. Et voilà, donc on n'aura pas ça. Et par ailleurs, nos systèmes de croissance ne produisent pas d'emploi. D'abord parce que pour l'instant on fait beaucoup de gosses. Vous savez pourquoi on dit ah en Allemagne il n'y a pas de chômage des jeunes? Bah oui, mais il n'y a pas de jeunes. C'est quand même plus facile. Nous on produit du gosse, on n'arrête pas d'en produire. Je suis persuadé que quand même ça va baisser. Moi j'ai une théorie là-dessus, l'effet Hollande, j'y crois. Mais en tout cas, bon. Et en tout cas pour l'instant on fait beaucoup de gosses, ce qui fait que chaque année arrive sur le marché du travail plus de monde. Et puis par ailleurs je rappelle qu'il y a quand même des flux migratoires assez importants en France. 250 000 personnes de plus tous les ans, il faudrait aussi inventer 250 000 emplois. Donc ça finit par faire beaucoup. Donc tout ça fait que, ben oui, officiellement c'est pas 250 000, hein, le chiffre officiel est beaucoup moins, mais bon, de temps en temps il faut quand même dire les choses. Et voilà, donc tout ça fait qu'il faut réinventer sans rien faire, il faudrait déjà inventer beaucoup d'emplois. Par ailleurs, il y a quand même un truc qu'on appelle la productivité. Moi je vous rassure qu'il est beaucoup moins bonne qu'avant et tout ça, mais 1% de productivité, en français ça veut dire que chaque année pour faire la même chose, il faut 1% de moins de gens. C'est un sujet aussi. Donc tout ça fait que je crois qu'on devra apprendre à vivre dans une société où le travail ne sera pas l'alpha et l'oméga de l'activité. Et les retraités en sont la preuve. 15 millions de retraités, Michel a dit plusieurs fois le chiffre, elle a raison, il faut le rappeler, c'est pas 15 millions de personnes qui sont dans un coin à attendre que ça se passe, c'est 15 millions de personnes qui sont des acteurs de la société. On dit souvent les inactifs pour définir les retraités. C'est un terme quand même, c'est n'importe quoi. Je rappelle souvent que les inactifs sont parfois bien plus actifs que certains actifs. Et qu'on connaît tous des actifs d'ailleurs qu'on aimerait moins actifs, mais ça c'est un autre sujet. Et en tout cas, les inactifs sont des actifs sociaux. Ça ne se traduit pas de la même façon, mais comme d'ailleurs un certain nombre de chômeurs sont des actifs sociaux, comme des étudiants qui sont considérés comme des inactifs puisqu'ils ne travaillent pas, sont des actifs sociaux parce qu'ils font d'autres choses, et ainsi de suite. Donc il y a 25 millions de population active en France, on est 66 millions. Vous imaginez bien que le pays ne tiendrait pas, il pourrait balle déjà un peu, s'il y avait juste 25 millions de personnes qui travaillaient. D'ailleurs, dans les 25 millions, certains ne travaillent pas beaucoup, pareil. Bon. Voilà. Mais donc, c'est aussi parce qu'il y a tous les autres qui créent de l'activité, qui créent du lien. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, le système s'écroule. Alors, c'est quoi cette... si je reste centré sur les retraités, premier élément, en effet, tout bête, c'est en effet, on pourrait dire les solidarités informelles. C'est le lien social informel. C'est le plus simple, c'est les grands-parents qui viennent chercher les gosses, les petits-enfants, à la sortie de l'école, ainsi de suite. 23 millions d'heures par semaine des grands-parents aux petits-enfants, en termes de garde. 23 millions d'heures par semaine. Il ne s'agit pas de dire combien ça coûterait, parce qu'évidemment, ce n'est pas une question d'argent, mais quand même, 23 millions d'heures par semaine. Sur une année, enfin, sur 52 semaines, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. À ça s'ajoute plein d'autres petites solidarités informelles. C'est le retraité du 7e, qui était un ancien ingénieur, et qui va filer un coup de main au gamin qui est en 5e, et qui a un gros problème avec les maths. Et le retraité du 7e, comme lui, il est ingénieur, il arrive à rendre à peu près concret. Puisque l'objectif des enseignants, souvent, c'est de se perdre complètement, savoir à quoi ça peut servir. Et bien, souvent, les gens qui ont un peu vécu, eux, c'est l'inverse. Ils rappellent à quoi ça peut servir. Et là, d'un seul coup, le gamin de 5e, il dit « Ah oui, donc les maths, ça peut servir à ça, donc c'est peut-être utile, ainsi de suite. » Puis la personne va prendre le temps, va lui expliquer autrement le prof, et peut-être que ça l'aidera beaucoup. C'est la personne âgée du 3e qui donnera un coup de main sur telle ou telle chose, peut-être que c'est une ancienne prof, ou je ne sais pas quoi, ou qui connaît quelque chose, et qui va aider une femme, par exemple, famille monoparentale, peut-être qu'elle est seule ses gosses, et qui va lui donner un coup de main, ainsi de suite. Et ça se fait tous les jours, partout, dans toute la société française. C'est micro-solidarité. Ça apparaît dans aucune statistique, ça apparaît dans aucun chiffre, ça apparaît pas dans le produit national brut, c'est du produit national doux, en quelque sorte. Et c'est des petites choses, sauf que c'est ce qui fait aussi le lien. C'est aussi ce qui fait que des gens tiennent. C'est aussi ce qui fait qu'une femme seule qui élève ses deux gosses, bah, parfois elle s'en sort parce qu'il y a simplement la petite retraitée du coin qui lui a filé un coup de main, parfois qui lui a filé 3 carottes, parfois qui l'a aidé à faire quelque chose, ainsi de suite. Tout ça, c'est invisible, et en même temps, c'est central, c'est les interdépendances au sein de la société. Deuxième élément, des questions toutes bêtes, mais hyper importantes, du tissu associatif. Sans les retraités, le tissu associatif s'écroule en France.
hormis peut-être les associations de parents d'élèves, où les retraités sont moins présents, il faut le dire, mais sinon pour le reste, d'ailleurs vous remarquerez qu'elles ne vont pas bien, et voilà, pour le reste, le gros des bénévoles actifs dans le tissu associatif, ce sont des retraités. Il n'y a pas que eux, heureusement, il y a des plus jeunes, des étudiants par exemple, il y a des chômeurs, on a le droit d'être chômeur et j'ai même vu qu'on avait le droit d'être chômeur et maire. Et que même on cumulait les deux, ce qui est quand même amusant. Enfin bon. Mais en tout cas, voilà. Donc là encore, sans les retraités, le tissu associatif s'écroule. 86% des bénévoles actifs, ceux qui font le taf, sont des retraités. Alors là, vous avez d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez deux catégories. Vous avez, je dirais, le retraité statutaire. Souvent, Michel dit c'est un homme. Souvent, qui cherche un peu à être président de l'association, des choses comme ça. C'est marrant, hein. Et voilà. Parce qu'il n'est plus dans la boîte, donc bon, il cherche. Et puis vous avez des retraités non statutaires. Des bénévoles non statutaires. Qu'est-ce que c'est les bénévoles non statutaires? C'est des gens qui disent non mais moi je veux faire un truc, je veux être utile, mais c'est bon quoi. Je veux pas aller dans les réunions, je veux pas avoir une carte, tout ça c'est terminé. Ce qui est une réalité que vous avez dans les partis politiques par exemple très fortement. Il y a des gens qui veulent être très concrets, très actifs, mais qui pour autant n'en veulent pas. Dans une enquête que j'avais faite, il y a un monsieur qui m'a dit moi j'ai fait 30 ans de réunions de conseil d'administration, c'est pas maintenant à la retraite qu'on m'emmerdait avec ça. En revanche, lui c'était Resto du Cœur, c'était 2 fois par semaine, il allait donner le repas. Mais après il disait qu'on ne parle de rien d'autre. Parce que ce qu'il voulait, c'est des choses extrêmement concrètes. Donc, ce qui fait que si on regarde les chiffres, on va dire ah, mais il y a moins de gens dans les associations, ce qui est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de solidarité. Simplement, elles s'expriment autrement. Qui est la même question, il y a un désir de politique, pour autant, ils ne s'expriment pas nécessairement en adhérant à des partis politiques. Ce qu'on peut aussi comprendre quand on voit le fonctionnement des partis politiques pareil. Mais bon, tout ça, voilà. Mais donc, en tout cas, cet engagement-là, il est majeur. Et d'ailleurs, il reste sans les retraités, les partis, faut que je me dépêche, les partis politiques disparaissent, et un tiers des adhérents des syndicats sont des retraités par exemple. Donc vous imaginez bien que tout ça disparaît un peu plus. J'accélère encore un peu plus, toujours sur ce rôle social, sur cette utilité sociale. Je prends un autre exemple, Michel, les aidants. Je dis Michel parce que tu as fait la première loi, ou pour la première fois, sans donner un statut aux aidants, qui n'est pas du tout la bonne chose à faire, parce que pendant 30 ans on va discuter du statut, on ne fera rien avancer. Pour la première fois dans une loi, celle que tu as initiée, il y aura ce droit au répit par exemple. Mais au-delà du droit au répit, c'est simplement le fait qu'on constate, on assume, on dit qu'il y a des aidants. Les aidants, c'est 8,5 millions de personnes. Si on les payait, c'est 164 milliards d'euros pour les mettre sur la table. En clair, on double tous les impôts. Je sais, ça a déjà été fait, et ben on recommence. Et donc évidemment, ça ferait trop. Et la moitié de ces aidants, ce sont des personnes âgées. 80 milliards d'euros, il faudrait mettre sur la table pour le boulot qu'elles font. C'est entre autres d'accompagner leur compagne, leur épouse, leurs parents, mais parfois c'est un voisin, un ami. Dans 18% des cas, il n'y a aucun lien biologique ou institutionnel. C'est le voisin, c'est l'ami, tout ça, que j'aide. Et parfois, je l'aide 20 heures par jour. Et donc là, qu'on ne dise pas après que les gens sont égoïstes, ainsi de suite. Il y a aussi ces réalités-là. Et bien cette utilité sociale des seniors, elle est aussi majeure, elle participe aussi de cette autre vie. Donc vous voyez combien on est loin du travail, combien on est loin du travail salarié, du travail statutaire. Il y a tout un pan d'activité qui passe par autre chose. Et la société de demain, ce sera une société capable de valoriser ça, capable de le comprendre, capable de l'accompagner, et capable aussi de le mesurer en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait?